Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir à cette conférence que je suis heureuse de vous proposer en tant que conservatrice de la collection de la Société des Arts. Depuis mon arrivée à la Société des Arts, en début 2022, j'ai remarqué un intérêt croissant pour la collection de notre institution, un intérêt pour les tâches quotidiennes liées à son entretien et à sa gestion, comme une sorte d'envie de mieux comprendre les coulisses du métier. Cela m'a conduit à choisir le thème de la conférence de ce soir, l'inventaire des collections. Certes, le terme inventaire évoque, pour la plupart d'entre vous, des listes, des tâches répétitives et parfois un peu ennuyantes. Mon objectif ce soir, c'est de vous montrer qu'en fait, l'inventaire est à la base d'une mission bien plus fascinante, la mise en valeur d'une collection. D'autant plus fascinante dans le cadre de la valorisation d'une collection en grande partie méconnue, comme celle qui est conservée par cette institution. Pour vous présenter ces sujets, je vais articuler ma conférence en 3 parties. En première partie, nous traiterons des inventaires au cours de l'histoire et vous verrez comment la notion d'inventaire a évolué dans le temps. Disons qu'un inventaire du XIVe siècle n'est pas forcément le même qu'un inventaire du XXe siècle. La deuxième partie va explorer les inventaires produits par la Société des Arts. Cela nous permettra de comprendre comment la collection a évolué au fil du temps et comme ces listes d'objets reflètent ces changements. Cela nous permettra aussi de retracer l'histoire de certaines œuvres en suivant leur parcours dans les collections genevoises. Enfin, pendant la troisième partie, j'aurai l'occasion de vous présenter les méthodes d'inventaire contemporaines et détailler comment ces approches novatrices seront mises en valeur au sein de la collection de la Société des Arts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour pouvoir détailler ce qu'on entend par le mot inventaire au sein d'une collection patrimoniale, j'aimerais d'abord clarifier ce qu'est une collection. Je vous propose, pour le faire, la définition du philosophe et historien franco-polonais Christophe Pommian. Je ne vais pas lire toute la citation que vous avez à l'écran, mais je voudrais juste porter votre attention sur la dernière phrase de cette définition. Faire une typologie de collection fondée en raison, c'est d'abord inventorier et classer. C'est-à-dire qu'établir une collection de manière méthodique commence par l'inventaire et la catégorisation. Dans l'histoire de l'humanité, la pratique de collectionner des objets est une attitude millénaire, on pourrait dire ancestrale, mais pas l'acte d'en dresser l'inventaire. C'est précisément cet acte, la compilation réfléchie d'un inventaire, qui reflète les souhaits, les valeurs et les intérêts de celui qui collecte les objets. Et c'est cet acte qui transforme un ensemble d'objets en une véritable collection. Si on se balade dans l'histoire, les temples grecs ont été les premiers lieux où les œuvres d'art étaient préservées et exposées. De ces ensembles, constitués de sculptures, de tableaux peints sur des petits planches en bois, d'objets utilisés à des fins religieuses, nous ne conservons pas vraiment d'inventaire. À Rome, les plus vastes collections appartenaient à des particuliers. Elles étaient souvent formées par des trésors pillés pendant les guerres, des copies des sculptures grecques, des vases, etc. Pour ces ensembles aussi, nous ne conservons pas d'inventaire. En revanche, les sources tant archéologiques que littéraires nous permettent d'avoir un aperçu de ces collections. Durant la période qui suit la chute de l'Empire romain, l'Église a occupé une position prépondérante en tant que pilier à la fois spirituel et culturel de la société. Au cœur de cette influence, le trésor d'église, constitué d'éléments utiles lors des cérémonies religieuses, apparaît comme des symboles tangibles de la foi. Charlemagne, dans le décret impérial de l'an 806, exige que, je cite, « chaque évêque, abbé et abbesse considère avec attention le trésor des églises, au fin que rien de gemmes, c'est-à-dire des pierres précieuses, des vases ou des restes du trésor ne soit perdu en raison de la perfidie ou de la négligence du gardien. »
Cette directive témoigne bien sûr du souci de préserver les biens de l'Église, mais elle marque surtout un jalon essentiel dans le développement des inventaires plus méthodiques, des ensembles précisément désignés. Au milieu du XIVe siècle, d'importants changements s'opèrent. Désormais, les collections se forment autour d'objets réunis non seulement pour leur valeur esthétique et culturelle, mais aussi pour les liens personnels qu'ils entretiennent avec leurs collectionneurs. Cet événement marque un tournant significatif dans notre manière de concevoir les objets, établissant le concept de collection particulière, disons une collection privée. Les aristocrates et les terrés de l'époque sont notamment acteurs de cette transformation. Comme beaucoup d'hommes de lettres de la même époque, Pétrarque, poète, écrivain et philologue, avait rassemblé une collection d'antiquités et peintures contemporaines. La rencontre fortuite entre Pétrarque et le roi de France Charles V le Sage a profondément influencé ce dernier, le poussant à faire émerger du trésor royal une collection particulière, sa collection privée, pour sa propre délectation. Cette nouvelle posture du roi collectionneur a suscité un vif intérêt pour le collectionnisme à la cour de France. Jean de Berry, frère du roi, se distingue particulièrement. Son goût envers le collectionnisme est clairement documenté à travers 3 versions successives de l'inventaire de ses collections. Ces inventaires offrent une fenêtre sur la diversité et la richesse des objets qui y ressemblent. Jean de Berry est le commanditaire aussi d'un très luxueux livre d'heures enluminé qui est considéré encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre. Je vous montre à l'écran la page du mois de janvier de ce texte, où on voit une scène de banquet à la cour et le portrait du duc qu'on trouve en bas à droite confirme qu'il s'agit d'une scène de banquet à la cour. Le réalisme de la scène passe aussi pour la présence d'objets qui ont réellement existé. Comme exemple, je vous propose de regarder toujours en bas à droite, sur la table, on trouve une nef, et cette nef, elle a été identifiée comme une pièce d'orfèvrerie qui a réellement appartenu au duc. Elle est en fait mentionnée dans les inventaires de sa collection. Aujourd'hui, cet objet, il est disparu, mais disons que la description qu'on trouve dans les inventaires de la collection du duc nous permet de la reconnaître et de donner encore plus de réalisme à la scène. À cette époque, on voit donc que les collectionnistes particuliers réunissent désormais toutes sortes d'objets, des éléments naturels tels que des spécimens d'histoire naturelle, des minéraux, des fossiles, des objets créés par l'homme, comme des œuvres d'art, des objets précieux, des antiquités, avant tout pour leur plaisir et comme symbole tangible de leur position et richesse. Ces pratiques ont mené à la Renaissance à l'émergence des cabinets de curiosités. Ces cabinets, qui pouvaient avoir la taille d'un petit meuble, pouvaient aussi occuper plusieurs pièces d'un bâtiment. Les aristocrates utilisaient ces collections comme signe de leur intelligence, de leur érudition, de leur richesse et de leur goût. Et ils définissaient de cette manière aussi leur statut social. Parmi ces aristocrates, nous retrouvons Isabelle la d'Este, dont vous avez un portrait fait par Titien à l'écran. Et Isabelle fut l'une des femmes les plus importantes de la Renaissance et une figure à la fois culturelle et politique, de tout premier plan. Grâce à l'inventaire de sa collection, détaillé par lieu, il est possible de reconstruire virtuellement non seulement la collection, mais aussi comment elle était agencée. Dans cet inventaire figurent des objets précieux, des pierres, des médailles, des vases et statues antiques, ainsi que des tableaux contemporains. Parmi ces tableaux, nous retrouvons le célèbre Parnasse, tableau qu'Isabelle commande à Andrea Mantegna et qui se trouve aujourd'hui non pas à Mantoue, lieu de résidence d'Isabelle, mais au Louvre. L'inventaire de la collection d'Isabelle la d'Este nous permet de retracer donc le parcours de ce tableau qui aujourd'hui est conservé à des centaines de kilomètres de son lieu de production.
nous pouvons très bien remarquer comme, grâce à ces inventaires, il apparaît toute une documentation précise qui nous offre de trésors d'informations sur le goût, les croyances et la curiosité intellectuelle de l'époque. En continuant notre balade historique, entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, nous pouvons remarquer que le goût des collectionneurs a changé. Les avancées scientifiques de cette époque ont porté à une forme de révolution dans la manière de concevoir une collection. De lors, les collections ne peuvent plus simplement représenter la richesse et les goûts du propriétaire, mais elles doivent donner un sens au monde de manière plus objective. Cette transition vers une approche plus scientifique a contribué à ériger les bases de futures méthodes de classification et compréhension du monde au sein des collections. La publication de catalogues, souvent illustrés, permet d'en diffuser le contenu auprès des savants européens. L'inventaire n'est plus simplement un outil réservé aux collectionneurs, mais un moyen de diffusion du savoir. On peut prendre l'exemple du Danois Ole Worm, qui était un médecin naturaliste réputé de son époque et qui posséda un cabinet d'histoire naturelle qui renfermait aussi des pièces ethnographiques. Ole Worm utilisa ses collections comme point de départ pour ses explorations en philosophie naturelle. Un inventaire, illustré par des gravures, fut publié en 1655. Le frontispice, que vous avez à l'écran, donne une représentation de comme les objets étaient exposés. En 2004, l'artiste Rosamond Purcell a recréé le musée privé d'Ole Worm à partir du frontispice célèbre de cet inventaire. Elle s'est servie de spécimens d'histoire naturelle et d'objets ethnographiques empruntés à de prestigieuses collections comme la collection d'Harvard ou d'autres institutions des États-Unis. Les objets qu'elle a utilisés ne sont donc pas ceux d'origine qui composaient à l'époque le cabinet de Ole Worm, mais cette reconstruction a permis de matérialiser le frontispice de l'inventaire d'Ole Worm, permettant de cette manière aux visiteurs contemporains de revivre l'expérience sensorielle vécue par les visiteurs du XVIIe siècle. La reconstruction de collections aujourd'hui dispersées à travers les inventaires est un sujet très vaste et qui me passionne aussi beaucoup. Et il mériterait une conférence à lui toute seule, donc je ne vais pas m'attarder encore sur cette possibilité de reconstruire les collections, mais voilà, je trouve assez passionnant. Pour approfondir cette passionnante histoire du collectionnisme, je vous conseille de parcourir les 3 volumes Le musée, une histoire mondiale, écrit par Christophe Poumien. Et voilà, 3 volumes, donc ça montre l'amplitude de cette histoire du collectionnisme. Passons alors du XVIIIe siècle, on va faire un bond en avant, on passe au XXe siècle. Le XXe siècle est un siècle qui a été marqué par des conflits mondiaux. Ces événements ont mené une première réflexion sur la préservation du patrimoine mondial, notamment par les biais des inventaires. En effet, au cours du XXe siècle, les ravages causés par les conflits ont généré une prise de conscience sans précédent de l'importance du patrimoine culturel et naturel à l'échelle mondiale. Pour concrétiser cette ambition, la Convention de La Haye sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été adoptée en 1972. Cette convention a jeté les bases de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Actuellement, plus de 1100 sites sont inscrits au patrimoine mondial, témoignant de l'effort collectif pour sauvegarder cet héritage commun. En 1975, la Suisse affirme son engagement envers la préservation mondiale du patrimoine et elle a été l'un des premières à signer cette convention. L'inventaire suisse, dont la première édition a été compilée en 1988, sous la supervision de l'Office fédéral de la protection de la population, a conduit à la création du service de la protection des biens culturels. L'inscription au sein de l'inventaire PBC, Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale, confère une protection juridique renforcée aux biens culturels qui y sont consignés.
Cet inventaire est continuellement mis à jour. Ici à l'écran, vous avez la version de 2021, par exemple. Un symbole conventionnel adopté par tous les États signataires de la Convention de l'UNESCO indique les œuvres qui sont inscrites à cet inventaire et qui, en cas de danger, devraient être mises en sécurité les premières. Eh bien, il faut savoir que si le palais où nous nous trouvons ce soir, donc le palais de l'Athénée, est inscrit à cette liste du patrimoine à sauvegarder en cas de danger. Avec cet atterrissage au palais de l'Athénée, se termine cette petite balade historique. Ce qui nous conduit à la seconde partie de cette conférence et à parcourir les inventaires de la Société des Arts pour tracer l'histoire de la collection de l'institution. Lors de mes recherches, j'ai identifié une dizaine d'inventaires de la collection de la Société des Arts. Ces inventaires couvrent une période qui va du début du 19e à la fin du 20e siècle. Je vais essayer d'en détailler quelques-uns en mettant en lumière les différentes étapes de la constitution de la collection de la Société des Arts. Selon les époques, ces inventaires ont été élaborés pour répondre aux pratiques courantes en matière d'exigences documentaires. En fonction de ces exigences, tous les objets ne bénéficient pas du même niveau de détail. Les pièces les plus prestigieuses font souvent l'objet de descriptions très minutieuses, tandis que d'autres sont simplement mentionnées en une ligne ou voire regroupées sans précision dans des lots. Les indications sur leur provenance n'étaient pas toujours précises et la lisibilité des informations n'est pas toujours optimale. Malgré ces limitations, ces sources contiennent des ressources précieuses offrant des informations qui permettent d'éclaircir l'origine des œuvres, approfondir notre compréhension de l'histoire et de jeter un éclairage significatif sur le contexte artistique et culturel de l'époque. Le premier inventaire que je vous propose est l'inventaire général des objets d'art tels que les tableaux, les plâtres, dessins et des divers genres appartenant à la Société des Arts. À ma connaissance, ce manuscrit, qui date de 1818, est le premier inventaire de la collection de la Société des Arts. À cette période, la Société des Arts, qui a été fondée en 1776, déploie d'importants efforts pour acquérir des modèles, dessins, gravures et surtout des sculptures en plâtre réalisées d'après la statuaire antique. Ces modèles étaient destinés aux enseignements dispensés au sein de l'école du dessin. L'importance qui représente les modèles choisis pour l'enseignement du dessin se reflète dans les pages de cet inventaire. Par exemple, les plâtres, têtes, bas-reliefs font l'objet d'une description détaillée sur 8 pages, constituant la partie la plus substantielle de l'inventaire et formant également le premier groupe d'œuvres présentées. Les pièces plus belles de cette collection de modèles en plâtre étaient à l'époque exposées au musée de la Société des Arts, une salle circulaire dans les bâtiments du Calabrie, premier siège de la Société et aujourd'hui disparu, un bâtiment qui se trouvait pas loin d'ici, vers la Treille. Leur disposition au sein du musée suggère que les reproductions en plâtre de statues antiques ou contemporaines, bien que de matériaux moins nobles, étaient considérées avec beaucoup de soin et bénéficient d'un statut presque équivalent aux originaux. Parmi les plâtres exposés dans ce musée, il y a une liste à l'écran, nous retrouvons aussi la Vénus par Antonio Canova, qui était membre honoraire de la Société des Arts, et la pièce originale d'après laquelle a été faite ce plâtre se trouve à Florence. Cette statue, cette Vénus, est donc une copie en plâtre de l'original et se trouve aujourd'hui au musée d'art-histoire de Genève. Nous verrons plus tard comment cette statue n'est plus à la Société des Arts, mais au musée d'art et histoire de Genève. Dans la même liste sont mentionnés aussi 2 gladiateurs, l'un donné par Messier de la Rive, peintre membre de la Société des Arts, l'autre par Messier Bourdier, dont l'original est à la Villa Borghese, à Rome. Ces 2 sculptures en plâtre, copie des marbres originaux de l'époque hellénistique,
était très apprécié pour la pose dynamique du gladiateur et les détails anatomiques. Grâce à plusieurs dessins conservés dans la collection de la Société des Arts, dont celui d'Abraham Bos que vous avez à l'écran, Abraham Bouvier, que vous avez à l'écran, nous savons que ces copies en plâtre avaient servi plusieurs fois comme modèle pendant les cours de dessin de l'institution. La collection de la Société des Arts conserve aussi des dessins d'après le gladiateur, faits par exemple par Van Muyden. À souligner l'utilité pédagogique de cette collection, nous retrouvons aussi les 5 pages dédiées aux dessins, où sont inscrits par exemple les dessins qui servent aux élèves pour le concours en 3 portefeuilles, c'est-à-dire les dessins qui servirent de modèle lors des concours qui étaient organisés par la Société des Arts pour encourager le progrès dans l'apprentissage artistique des élèves de l'école, ou encore les dessins qui sont journellement à l'usage des écoliers dans la classe de Monsieur le directeur Everdun, pour la pratique quotidienne des élèves. Ces dessins sont regroupés en portefeuilles selon différentes thématiques, donc les ornements, l'architecture des têtes, et cela complique leur identification et leur suivi au sein de la collection actuelle. Passons au prochain inventaire. Donc, le prochain inventaire que je vous propose, en fait, en contient 2. L'un, il est à l'endroit du volume et l'autre, il est tête bêche. Donc, il faut renverser le volume et on trouve le deuxième inventaire. On va commencer par l'endroit, où on se trouve l'inventaire du cabinet d'estampes de la Société de la classe des Beaux-Arts. Grâce à cet inventaire, nous apprenons que, sur le rapport de la commission approuvé par la Société pour l'avancement des arts, les objets d'art marqués ci-après, choisis dans les dépôts, seront exposés au public dans la salle de la Société les jeudis de 10 à 2 heures. L'ouverture au public du cabinet d'estampes témoigne de la reconnaissance par les membres de la Société des arts de l'intérêt public de cette collection. Cela reflète un engagement de l'institution envers la communauté genevoise. Si nous retournons donc le volume, on va trouver l'inverse de cet inventaire. On a enregistré le catalogue des objets déposés au Musérat en 1827. Cet inventaire témoigne d'une période faste de l'institution. En fait, en 1826, les sœurs Rat font bâtir le Musérat, et cet édifice, selon leur volonté, devait accueillir la Société des Arts avec ses écoles de dessin, d'anatomie, de gravure, etc., ainsi que sa collection d'œuvres. L'institution, sur l'impulsion de Jean-Jacques Rigaud, appelle les collectionneurs privés à donner et déposer des œuvres à la Société des Arts pour implémenter ce musée qui vient de naître, qui est aussi considéré comme le premier musée en Suisse. Dans ces pages, nous retrouvons listés tous les œuvres qui ont été déposées au Musérat à partir de 1826 et jusqu'au 1840 environ. Entre autres, la bibliothèque publique dépose au Musérat, le 20 mars 1843, une dizaine de tableaux, entre lesquels on retrouve le très fameux rétable qui provient de la chapelle des Maccabées et qui a été peint par Koradwitz en 1444, et qui aujourd'hui se trouve au musée d'art et histoire et que je pense presque tout le monde ici connaît. Grâce à ce dépôt et dont le musée a constitué une collection considérable qui était exposée dans les salles du Musérat. Je vous montre 3 aquarelles qui donnent une idée de comment la collection a été aménagée à l'époque dans les salles du Musérat. On va continuer ce parcours avec l'inventaire suivant, qui est l'inventaire des objets d'art que possède la Société des Arts, de ceux qui possède la commune de Genève et de ceux qu'on a déposés à diverses périodes. Propriétaires, pardon. Il y a 2 volumes et qui sont exactement identiques et ces 2 volumes ont été rédigés à un moment critique de l'histoire de l'institution. En fait, en 1844, la commune de Genève, conformément à une loi visant à dissoudre les fondations privées,
revendiquent la possession du Muserat, ainsi que des collections qui y sont conservées et exposées. En 1845, suite à la signature d'une convention entre la Commune de Genève et la Société des Arts, les deux parties décident que les collections seront réparties en fonction de leur provenance respective. Ces deux inventaires, identiques donc, dont une copie était destinée au commissaire de la Commune de Genève, ont été établis par la Société des Arts pour prouver sa légitimité à conserver la majorité des œuvres hébergées à cette époque au Muserat. Cette revendication transparaît de manière explicite dans la structure de l'inventaire. Une seule page est consacrée au tableau que possède la Commune de Genève, tandis que 4-5 pages répertorient les objets qui ont été déposés au Muserat par des particuliers. Et ils ont environ 30 pages détaillées, montrent les objets d'art que possède la Société des Arts. Cette histoire connaît sa conclusion en 1851 et malgré les protestations de la Société des Arts, la Commune de Genève prendra possession de la quasi-totalité des œuvres conservées au Muserat. Cependant, la Société des Arts verra sa propriété reconnue pour les portraits des personnalités étroitement liées à son histoire, ainsi que pour une partie des gravures et des livres de sa bibliothèque. Nous pouvons retracer cette histoire à travers les œuvres consignées dans cet inventaire, dans ces deux volumes. Par exemple, dans la catégorie des objets d'art que possède la Société des Arts, nous retrouvons les plâtres réalisés d'après les originaux de Canova, les Trois Grâces et aussi la Vénus qu'on a vue tout à l'heure. Et ces deux œuvres se trouvent aujourd'hui donc au musée d'art et histoire. Leur propriété est passée à la Commune de Genève à ce moment-là. Dans la même liste, on retrouve aussi des œuvres de Georges Chey. On retrouve la délivrance de Bonnivard, c'est un tableau à sujet historique. Ce tableau passe à la collection du musée, à la collection de la Commune de Genève, et donc il est aujourd'hui conservé au musée d'art et histoire, tandis que l'autoportrait de Georges Chey, il reste à la Société des Arts comme les portraits liés aux personnalités en lien avec la Société des Arts. Ici, il y a une photo qui a été prise avant la restauration. Le tableau a été restauré récemment, donc après, vous aurez le plaisir de découvrir le tableau restauré dans les salons du Palais de l'Athénée. Et donc, pour mieux comprendre cette intrigue de répartition de collections, on pourra s'aider de la publication qui va paraître probablement cet automne sur la collection de peintures de la Société des Arts. Donc, c'est une publication, un ouvrage qui est le résultat d'un effort collectif. Et à cet ouvrage, donc, il y a le professeur de l'Université de Genève, Frédéric Essig, ainsi que le conservateur restaurateur du Musée d'Art et Histoire, Victor Lopez, qui travaille. Et on trouvera aussi des contributions de restaurateurs qui ont participé à la campagne de restauration des tableaux de la Société des Arts qui est en cours actuellement. Le dernier inventaire que je souhaite vous présenter est le catalogue sur fiche des œuvres d'art, des ouvrages de beaux-arts, des lauréats des prix et des archives de la Société des Arts. Il s'agit d'un meuble à fiches où on retrouve des fiches cartonnées et il montre l'évolution des pratiques d'inventaire qui se sont transformées et renforcées au fil du temps. En fait, au fur et à mesure des années, les exigences ont augmenté et une évolution aussi vers une rigueur plus accrue et un besoin d'accès à l'information de façon différenciée. Les fiches, qui étaient initialement rédigées à la main et puis dactylographiées et conservées dans ce meuble, sont ainsi devenus les premiers outils de recherche et de gestion de la collection. Ces fiches, en fait, pouvaient renfermer des informations variées, allant des détails matériels aux connaissances approfondies sur une œuvre, et elles incluaient parfois aussi une petite bibliographie ou des détails sur la provenance, ou encore des informations sur les expositions auxquelles l'œuvre
à participer ou sur l'un des prix décernés lors de concours organisés par la Société des Arts. Pour rendre plus efficace la recherche, les tiroirs portent des intitulés selon les domaines. Donc on trouve la classe des beaux-arts, les prix, les estampes, la bibliothèque et d'autres sujets. Et les fiches y sont rangées par ordre alphabétique, alors que tous les inventaires que je viens de vous montrer avant, l'ordre est très aléatoire. Il n'y avait pas d'ordre alphabétique. Donc, les inventaires que je vous ai montrés jusqu'ici nous permettent de comprendre comme chacun des documents est donc une reconstitution historique qui nous permet de mieux nous plonger dans la réalité d'une époque bien précise. Passons désormais au présent de la collection de la Société des Arts et de son inventaire avec la troisième et dernière partie. En fait, pour conclure cette conférence, je vous invite à plonger dans l'actualité de la Société des Arts. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que cette conférence marque aussi le lancement officiel de la campagne d'inventaire de la collection de la Société des Arts. La collection de la Société des Arts a souvent été perçue comme un trésor jalousement caché. Cependant, la réalité est que sans un inventaire complet et cohérent, la valorisation de cette collection devient une mission quasiment impossible. On pourrait se demander à juste titre pourquoi la Société des Arts, qui a produit, comme nous venons de le voir, une dizaine d'inventaires au cours de ce presque 250 ans d'histoire, aujourd'hui a besoin d'un tout nouveau inventaire. Deux raisons participent à cette nécessité. Et aussi, un nouvel inventaire ouvre la voie à de nombreuses possibilités et enjeux pour la mise en valeur de cette collection. En premier point, comme nous l'avons vu, la collection a constamment évolué au fil du temps avec des déplacements, des changements de propriétaires, des prêts et des acquisitions. Ces évolutions ont considérablement changé la configuration globale de la collection et par conséquent, les inventaires existants, bien qu'ils sont utiles pour documenter l'état passé de la collection, sont désormais obsolètes. Le deuxième point, les pratiques aussi ont évolué et depuis l'époque où les érudits d'un temps consignaient leurs connaissances dans des anciens registres jusqu'à les multiples acteurs qu'aujourd'hui se penchent sur le clavier des ordinateurs, les outils ont considérablement évolué et ils ont transformé la conception et l'utilisation des inventaires. Dans les années 1970, en fait, de nouveaux standards de documentation se dessinent. Ces standards sont accompagnés aussi d'essais de mêler l'inventaire et l'informatique et ont porté à des nouvelles conceptions. La gestion des collections et de leur inventaire, telle qu'elle était pratiquée jusqu'à ce moment, c'est-à-dire avec les inventaires papier ou sous fiche, montre ses limites et des nouvelles approches s'imposent. C'est le début d'une révolution qui va désormais offrir aux acteurs du domaine de la conservation des collections des possibilités nouvelles en termes de gestion, recherche et diffusion auprès des chercheurs et du public. En termes de gestion, les fiches numériques révolutionnent la gestion en offrant la capacité de stocker une quantité importante d'informations. Par exemple, on peut trouver des informations minimales. Comme exemple, j'ai pris une fiche qui provient de... Ah non, ça pas... Elle est perdue quelque part. Ah, elle est là, pardon. Donc une fiche qui provient de l'inventaire numérisé du musée d'art et histoire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. En fait, elle est très complexe. Je voulais justement montrer la complexité, le fait qu'on peut ajouter beaucoup d'informations. Si les inventaires de l'époque du passé et les fiches cartonnées pouvaient parfois contenir 2-3 informations, donc assez minimales, l'auteur, le titre de l'œuvre et quelques détails.
Ces fiches numériques, là on voit déjà toute une complexité d'onglets qui permet de recenser plusieurs informations. Donc on voit la partie haute, elle est dédiée aux informations, ce qu'on appelle l'information minimale, donc le numéro d'inventaire qui est, disons, de première importance parce que permet de retrouver une œuvre et qui doit être toujours inscrit sur les œuvres. On trouve le titre, l'auteur, la date et aussi une photo. Aujourd'hui, les photos sont aussi très importantes parce que permet peut-être parfois d'alléger la description et de se référer surtout à des photos que très souvent sont de très haute qualité et qu'on peut ouvrir et regarder dans le détail. Cela permet aussi d'éviter tout un tas de manipulations des œuvres. Sur la partie basse, on a celles qu'on appelle les données de base, mais qui restent quand même des détails assez poussés, comme les dimensions, comme la technique utilisée pour produire l'œuvre, ou encore des inscriptions, et surtout la localisation de la pièce dans les dépôts, ou dans un musée, ou dans un lieu. Voilà. D'autres informations, on peut ajouter des informations sur l'acquisition de la pièce, donc sa provenance, et encore des informations sur les interventions de restauration que dont la pièce a bénéficié. Et on peut aussi rattacher tout un tas de documents liés à une œuvre, donc aussi un constat d'état, ou s'il y a eu des rapports de restauration, on peut les ajouter, et puis donc ça permet vraiment une multiplication, pas une multiplication de l'information, mais de vraiment très bien documenter une œuvre. Et on a aussi la possibilité d'ajouter des références, et des références bibliographiques, mais aussi des informations sur les expositions auxquelles une pièce a participé. Donc toute cette série d'informations sont aussi très utiles pour la recherche, et le fait qu'elles soient numérisées, ça simplifie aussi la recherche. En fait, l'expansion de cet espace et la multiplication des informations liées à un simple numéro d'inventaire sont facilement accessibles grâce à l'organisation qui est très structurée de l'information par catégorie et par mots-clés, comme on vient de le voir. Voilà, c'est vraiment des onglets qui sont gérés par mots-clés et par des thésaurus de mots déjà choisis. Donc, les inventaires numériques peuvent également contenir des liens à d'autres institutions qui permettent de relier la pièce non seulement à des pièces qui se trouvent dans l'institution, mais aussi dans d'autres qui peuvent être aussi à l'autre bout du monde. L'inventaire numérique est aussi assez important pour la diffusion par rapport à une pièce, à une œuvre d'art. En fait, les fiches d'inventaire numérique peuvent alimenter des bases de données qui sont accessibles en ligne. Ces bases offrent un accès facilité à des informations complètes sur les œuvres d'une collection et fournissent un soutien essentiel aux chercheurs, aux historiens de l'art, étudiants, mais aussi au grand public. En fait, ces bases de données, grâce à ces bases de données, la collection n'est plus confiée à son lieu physique de conservation, c'est-à-dire les musées, les réserves, mais l'œuvre devient accessible à un plus grand nombre de personnes. À titre personnel, j'ai une préférence pour l'accès aux pièces en vrai, mais c'est vraiment indéniable que cette accessibilité accrue à des informations détaillées sur les œuvres dynamise une collection, stimule le partage de connaissances et contribue à élargir la compréhension et l'appréciation de l'art et de l'histoire. Comme exemple de base de données, au niveau suisse, il y a la base de données SICART, c'est un dictionnaire sur l'art suisse, et donc on voit qu'il y a différentes ressources en ligne, de bibliothèques, d'archives. Il y a aussi un dictionnaire de l'art en Suisse où on retrouve listé la majorité des artistes suisses, et là aussi on trouve des liens avec des collections qui sont éparpillées un peu partout en Suisse.
Si on regarde un peu plus à l'échelle internationale, je vous montre ici la homepage du site de l'Institut de recherche Getty. Et c'est un outil essentiel pour la recherche sur la provenance des pièces, en particulier pour les investigations liées aux biens spoliés pendant les conflits. Et donc c'est un thème de très grande actualité. Ce portail regroupe une multitude d'inventaires, d'archives, d'images et d'autres ressources qui aident les institutions à étayer leur démarche en termes de transparence quant à la provenance des œuvres qu'elles conservent. Et sinon, sur un ton un peu plus divertissant, il y a Google Art and Culture qui ressemble dans un espace virtuel unique les bases de données de nombreuses collections du monde entier et offre aux visiteurs, ou disons plutôt aux utilisateurs, une expérience immersive. Grâce à ces fonctionnalités interactives, cet outil permet d'explorer des expositions virtuelles, des collections, de zoomer sur des détails artistiques ou même des fonctionnalités un peu plus ludiques comme la possibilité de se comparer à des portraits de personnalités connues. Donc la Société des Arts désire aujourd'hui s'inscrire dans ce dynamisme et afin d'assurer la pérennité et l'accessibilité de sa collection, elle entreprend un projet d'inventaire numérique intégral, cohérent, pérenne et accessible aux chercheurs et au public. En effet, depuis 2016, l'institution propose une diversité de projets axés sur la préservation et la promotion culturelle, avec un regard particulièrement porté sur la valorisation de son patrimoine. Cet inventaire facilitera la gestion, la préservation et la valorisation du patrimoine, tout en favorisant la collaboration avec d'autres institutions et la recherche interdisciplinaire à l'échelle internationale. Ça pourra en fait ouvrir l'accès à la collection à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer à Genève et ça permet d'implémenter les informations que nous aussi on pourra récolter sur cette collection. Et donc, aujourd'hui, soutenue par ses mécènes, la Société des Arts s'engage pleinement dans ce chantier de collection qui combine opérations d'inventaire, de documentation et de photographie et de conservation de la collection. La mise en ligne de collection sera intégrée dans le portail de l'inventaire des archives déjà existants, des archives de la Société des Arts. Et cette mise en ligne marque une nouvelle étape dans la diffusion du patrimoine culturel genevois. Donc ici, vous avez l'homepage de la page initiale des archives, de l'inventaire des archives de la Société des Arts. Et donc, la collection verra intégrer ce portail. Il sera possible de faire des recherches sur la collection de la Société des Arts. Et donc, je me réjouis d'ores et déjà des possibilités d'exploration et de partage que cet inventaire pourra offrir aux professionnels, aux passionnés d'histoire de l'art et aussi à notre fidèle public. Merci de votre attention.